Le Gapeau et l'Issole s'écoulent à l'est et au sud du massif de Sainte-Baume. Ces cours d'eau sont très proches mais également très différents. Au collège Junot, nous sommes intéressés au Gapeau. Il provoque de fortes inondations qui entraînent des morts. L'Issole, elle, subit des assecs, c'est-à-dire qu'elle s'assèche complètement à certains moments de l'année. C'est une échelle d'eau pour mesurer la quantité d'eau de la rivière. Et aujourd'hui, elle est à sec. Mais où est passé l'Issole ? Après quelques recherches, nous trouvons un peu d'eau dans le canal qui alimente le lac de Besse. Enfin, ce qu'il en reste. Le lac de Besse est une doline, c'est-à-dire un cratère qui s'est créé à la surface suite à un effondrement souterrain. Les argiles déposées au fond du lac retiennent une flaque dans laquelle survivent les poissons du lac pendant la saison sèche. Ces phénomènes sont caractéristiques des paysages karstiques. L'eau disparaît ensuite dans le milieu souterrain. On la voit s'enfoncer mystérieusement sous terre. Où va-t-elle ? Mais c'est quoi le karst ? C'est un relief calcaire fissuré où l'eau peut s'infiltrer et donne naissance aux rivières souterraines. Pour comprendre le fonctionnement de ces rivières, nous allons utiliser des données issues de capteurs répartis sur le bassin versant. Le Gapeau prend sa source à Fine et descend vers la plaine de Hyères pour se jeter dans la Meuse. Le bassin versant est constitué de reliefs karstiques. Des pluviomètres implantés à Roquebaron par l'Université de Marseille et au Collège du Luc dans le cadre du projet Solstice avec le CEA Cadrage. Des sondes automatiques qui mesurent la pression, la température et la conductivité électrique de l'eau implantée dans l'eau des grottes par les Spéléo et l'Université de Marseille. Elles nous permettent de mesurer la hauteur de la nappe phréatique. Au collège Pierre de Coubertin, nous utilisons les données issues de la sonde CTD installée par Bruno Arfib dans le Ragail de Néoul en lien avec un affluent de l'Issole. Nous connaissons le débit du Gapeau grâce aux données de la banque Hydron. Afin de suivre le fonctionnement de l'Issole, nous préparons 2 sondes RefNet. Ces capteurs sont mis à notre disposition par l'Observatoire EduMed de l'Université de Côte d'Azur. Nous finalisons les étriers fournis par le comité départemental de spéléologie du Var. Paramétrer la fréquence d'échantillonnage de la sonde donc à 900. Et donc on va l'appliquer. Nous programmons les capteurs puis nous les implantons à Besse et à Flassan. On s'est intéressé à la rivière souterraine de Plaine-Sel qui alimente le Gapeau. Donc on a placé 2 sondes au siphon amont et au siphon aval. Et ces sondes, elles servent à mesurer la température et la pression. Sur le terrain, nous partons à la recherche de l'eau. Avec Thierry et Philippe de l'association Spélé H2O, nous nous rendons sur le massif du Saint-Clément au-dessus des 2 cavités que nous étudions. La veine de Plaine-Selve nous montre les premières couches du sous-sol. L'épikarst est un enchevêtrement de blocs fracturés de racines et de sol. L'eau le traverse puis pénètre dans la roche calcaire. Il faut nous enfoncer plus profondément dans le karst pour la trouver. La grotte des Rampins s'ouvre dans les falaises au-dessus de la vallée du Gapeau. Nous réalisons la topographie de la zone d'entrée. Nous observons de nombreuses gouttes au plafond. Elles tombent sur le sol de la grotte et s'enfoncent dans les calcaires. Nous sommes dans la zone d'écoulement libre, la zone vadose. L'eau ne fait que passer par ici et s'infiltre encore plus dans les roches. Le Ragail de Néoul s'ouvre bien plus bas dans le massif karstique. La grotte, à peu près sèche aujourd'hui, s'en noie régulièrement et devient une source temporaire. Nous nous enfonçons davantage dans le karst à la poursuite de l'eau de pluie. Nous avons enfin retrouvé l'eau de pluie qui s'est infiltrée. Juste en dessous de nous, dans la nappe phréatique, les roches sont saturées d'eau.
La hauteur de la surface piézométrique varie en fonction des précipitations. Nous sommes dans la zone de balancement de la nappe. La grotte peut rapidement se remplir d'eau. Mais comment démontrer que c'est bien l'eau de pluie qui remplit la grotte? En rouge et en vert, c'est la hauteur d'eau, et en bleu et en jaune, c'est la température. Alors on constate qu'en mars, quand la hauteur d'eau augmente, la température diminue. Alors qu'en novembre, l'on voit que quand la hauteur d'eau augmente, la température augmente aussi. Donc on peut penser que les siphons se remplissent avec l'eau de pluie qui vient de la surface. Maintenant que nous avons observé le fonctionnement du karst, nous devons retourner au collège pour étudier les données. Il n'a pas beaucoup plu en 2017. Le niveau de la nappe phréatique est passé bien en dessous de la surface du sol. Toute l'eau de l'e-sol s'infiltre dans les calcaires. Les précipitations sont heureusement fréquentes durant l'hiver 2018. Petit à petit, le niveau de la nappe phréatique s'élève. Elle est visible dans le lac de Besse, qui se remplit régulièrement. Nous sommes de retour au lac de Besse. Là où nous avions marché la dernière fois, la nappe phréatique est remontée, donc nous ne pouvons plus. Si nous voulions traverser, il faudrait des palmes et un tuba et un masque. L'e-sol renaît timidement d'abord. Enfin, les précipitations des 2 premiers jours de mars lui rendent totalement la vie. Le Gapo coule dans une gorge située au-dessous du massif karstique. L'eau collectée au sommet du calcaire traverse la zone du karst et alimente la rivière dont le débit augmente rapidement. Cette courbe représente la pluviométrie, le débit et la hauteur d'eau du siphon aval du 21 au 23 novembre 2016. L'on voit que quand il y a une grande pluviométrie, il y a la hauteur d'eau qui augmente, puis le débit à Soliès, puis le débit ailleurs. Les précipitations du 14 au 15 mars sont assez intenses. Le niveau d'eau dans le Régaï dépasse les 20 mètres de mise en charge. La source temporaire s'active et en aval, c'est la crue dans les sols. Le capteur que nous avions installé est noyé sous plus de 2 mètres d'eau. Monsieur Galco, adjoint au maire de Flassan, nous reçoit et nous explique comment les communes assurent la protection des citoyens en tenant compte du risque inondation. Donc, quand ces rivières débordent, les communes doivent appliquer certaines règles. On ne peut pas laisser une rivière qui déborde sans avertir les personnes, parce que derrière, vous avez des risques. Établi la cartographie des zones à risque, la commune doit modifier le PLU, plan local d'urbanisme, réaliser le DICRIM, document information communale des risques majeurs, et mise en place d'un PCS, plan communal de sauvegarde. Une nouvelle inondation, on effectue un rétex où on regarde les cartographies. Et on modifie si besoin le PLU, le DICRIM ou le PCS. On voit que quand la pluviométrie est terminée, le débit reste important car les karstes se vident. Les observations sur le terrain et l'analyse de nos résultats ont permis de comprendre les 2 rivières. Ce sont les interactions entre la pluie et les roches qui expliquent le fonctionnement des cours d'eau. La vitesse et la hauteur d'eau définissent l'aléa inondation. Les enjeux sont les humains et leur construction. On définit le risque comme la partie des enjeux soumise à l'aléa. La compréhension scientifique de l'aléa et l'identification des enjeux permettent de limiter le risque par la mise en œuvre de politiques publiques qui limitent le risque.